Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, etc. Vous avez l'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'épisode avec Sam au sujet de la transidentité et de pas mal d'autres sujets comme vous avez pu l'entendre dans la première partie. Si vous ne l'avez pas écouté, évidemment, je vous conseille quand même d'écouter d'abord la première partie, vous comprendrez mieux la suite de notre débat. Dans cette deuxième partie, vous allez voir, on parle évidemment encore de transidentité, mais aussi de santé mentale, d'autisme et aussi des relations amoureuses et de la question du polyamour. Donc je vous souhaite une très très bonne écoute. Je me souviens d'avoir eu une gastro et j'étais content parce que ça m'a aidé à perdre 3 kilos de plus alors que j'étais déjà extrêmement maigre et j'ai des potes qui me disaient non mais en fait là va falloir que tu manges. Ouais. On commence à te dire ça, tu vois, quand t'es vraiment trop maigre. Et mon agence, c'était en mode, alors je sais pas ce que t'as fait, mais c'est génial. Ouais, putain. Ouais. T'en es au stade où vraiment, t'es content d'avoir une gastro, quoi. Enfin, franchement, c'est d'une tristesse. Ouais. Et j'avais beaucoup cette pression-là. Et globalement, la minceur, elle est hyper valorisée, notamment pour les personnes perçues comme femmes. Ouais. Et j'ai arrêté le mannequinat quand j'ai eu un CDI. En fait, le mannequinat m'a permis de payer mes études. D'accord. Du coup, quand j'ai eu un CDI, j'ai totalement arrêté. Mais et j'ai repris petit à petit du poids. Je suis restée clairement une personne mince, mais j'ai repris du poids. J'ai commencé à faire du 38, puis du 40, enfin normal quoi. Mm. Et aujourd'hui, concrètement, ça a mis du temps, mais là, je crois que ça fait 7 ans que j'ai arrêté. Et ça va mieux. Maintenant, ça reste, j'ai conscience que ça reste fragile. Ça fait combien? Il y a 2 ans. Je suis partie en vacances avec un mec, tu vois, genre vraiment, alors non mais je te raconte le truc. Vas-y. En fait, il y a mon crush de lycée qui m'a recontacté, tu vois, j'avais un crush quand j'avais 15 ans, enfin vraiment le truc, voilà, avec qui s'était jamais rien passé, mais j'avais un méga crush sur lui. Et on s'était pas parlé, enfin on s'était totalement perdu de vue, et le mec il me recontacte en mode hey, si jamais t'es sur Toulouse, parce que je viens de Toulouse, à Noël, ça me ferait plaisir de te voir. Et j'étais en Ok. mode vas-y, tu vois, genre trop bien. Donc on se voit et tout, ça se passe trop bien, c'est super chouette. Je l'embrasse et genre j'étais surexcitée en mode hey, genre mon crush de lycée, tu vois. Je précise que c'était avant ma transition. Ouais. Et on part en vacances ensemble, genre vraiment sur un coup de tête. Genre on passe 10 jours en Laponie ensemble. Ok. Vraiment le truc hyper random. En fait, il avait un bon plan et il m'a dit j'ai personne pour aller, si tu veux venir avec moi. J'étais en mode allez go. Vraiment le truc un peu bon what the fuck, tu vois, mais ça fait des bonnes histoires à raconter en général. Et bref, franchement le voyage se passe trop bien, genre c'était hyper chouette, j'en ai un trop bon souvenir. Et dans l'avion de retour, je lui ai dit bon c'était hyper cool et tout, mais je pense pas qu'on est fait pour relationner, tu vois, dans le sens où c'était vraiment un mec de base, tu vois, genre vraiment le mec 6-7 blanc qui se pose aucune question. Et moi, même si j'avais pas encore fait mon coming out, genre j'allais le faire 6 mois après, Ouais. je commençais vraiment à être un peu vénère sur ce genre de questions. Ouais. Et genre le mec, il avait aucun trauma, il s'était rien passé de difficile dans sa vie. Enfin, grosso modo, tout ce qui l'intéressait, c'était qu'est-ce qu'il allait faire le lendemain et le prochain match de foot, quoi. Enfin, je suis désolée, je schématise. Telle idée. Et je lui ai dit, je pense que voilà, on est trop différents et voilà, même si c'était hyper chouette. Et il me dit, je vais être honnête avec toi. Et en fait, je l'avais un peu éduqué, tu vois, pendant le truc. Genre, j'avais parlé de plein de trucs, dont de grossophobie et de TCA, Ouais. pour situer. Il me dit, je vais être honnête avec toi, c'était hyper chouette, mais de toute façon, je te trouve trop grosse pour qu'on soit en relation. Putain. Ah ouais, non mais hardcore, tu vois. Et je l'ai regardé et j'étais genre vraiment bouche bée, tu vois. J'ai eu 3 secondes de genre ma bouche qui se décroche en mode, mais attends, mais il a vraiment dit ça. Genre, il a vraiment dit ça. Il m'a dit, genre, je te trouve trop grosse pour qu'on soit ensemble. J'étais là, genre, les 10 jours qu'on vient de passer, par contre, il y avait pas tout faille. Ouais, ça. Non, mais l'indécence, quoi. Et je te raconte ça pour te dire que c'est fragile dans le sens où ça m'a relancé des TCA pendant 15 jours où vraiment j'étais en mode putain. Bon, le mec, en l'occurrence, je l'ai démonté par contre. Hein. Genre Ouais. vraiment, il m'a dit ça du coup quand l'avion atterrissait. Après, on avait 1 heure et demie de RER ensemble. Autant te dire qu'il a regretté, je pense. Je pense qu'il a amèrement regretté. Mais moi, ça m'a quand même refoutu des TCA pendant 15 jours et j'ai de la chance parce que
Ma sœur me connaît bien. J'avais à l'époque une amie très proche qui avait eu des TCA au point qu'elle avait passé genre vraiment des mois à l'hôpital. Enfin, tu vois, genre vraiment un truc. Ça peut aller très loin les TCA et ça peut être vraiment dangereux. Et j'ai de la chance de pas avoir de séquelles. J'ai de la chance de pas avoir atteint un poids qui m'a laissé des séquelles physiques. Enfin, moi pour le coup j'ai de la chance là-dessus, ce qui n'est pas le cas de mon amie. Mais du coup elle a reconnu de suite les signes et bref, mes proches m'ont vite aidé et ça s'est calmé. Mais tout ça pour dire que c'est fragile, tu vois, parce Bien que ça sûr, faisait 5 ans quelle, et quelle je que pense soit que la ça allait. durée, quelle que soit la durée, ça reste. Enfin, moi j'ai souffert d'anorexie et je Ouais, pense, tu vois, enfin moi pour le coup ça a duré 10 ans. ouais, Avec passage à l'hôpital, 30 kilos, ouais, où tu sens ton corps partir, quoi. Tu ouais. te vois partir. Tu sais que tu as deux choix. Tu as vraiment Mm, le mm, choix où bah, tu t'en sors et tu vois si ça peut tenir, et le choix où tu te laisses partir, quoi. mm, mm. En fait, plus j'avance, plus je me rends compte qu'en fait, ça sert de protection. Enfin, et maintenant que j'enlève la carapace, je dis pas que tout est réglé, mais que je l'enlève, en fait, ça te rend tellement vulnérable par rapport à la vie, parce que du coup, tu es obligé de t'armer différemment, de t'armer avec la communication, avec les mots, en t'affirmant, en ayant confiance en toi, etc. Et putain, c'est tellement dur, en fait. Ouais, de ouf. Non mais C'est tellement plus facile de se réfugier derrière une addiction qui te rend insensible parce que tu sens plus les choses, etc. De vivre, en fait, c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile. Non, ça on est d'accord. C'est pas facile. et, donc ouais, moi je te comprends totalement. Et en fait, je pense que quelle que soit la durée du trouble, déjà on est dans une société qui fait que de toute manière, à un moment donné ou à un autre, tu penses à ton poids. Ouais. Et en plus, si tu as vécu ça, bah ça reste une espèce de faille dès qu'il t'arrive une merde ou dès que Oui, où tu peux avoir des réflexes en fait, retrouver des réflexes ouais, le besoin de contrôle, le nocifs. besoin de Mm, mm. maîtrise, le besoin de se rassurer dans quelque chose qu'on connaît. Complètement. Et tu vois, après, c'est chacun a des histoires différentes et tout, mais je pense que ça a aussi beaucoup, enfin, ça a un gros lien aussi avec notre rapport aux autres, parce que en fait, ton corps, enfin, c'est la partie extérieure te fait entrer en contact avec les autres, et du coup, contrôler ça quelque part, ça permet indirectement aussi de maîtriser la relation que tu as avec les autres, etc. Enfin, après, c'est un autre sujet, donc on va peut-être pas partir dans des débats sur ça, mais en tout cas, tout est lié, tu vois. Enfin, Non, mais complètement. Et je t'avoue que aussi le fait d'avoir transitionné, je pense que ça me permet beaucoup plus de liberté, enfin de libération vis-à-vis de ça, dans le sens où le corps des hommes c'est beaucoup moins un sujet. ouais, Enfin, en général, le corps des hommes n'existe pas. En fait, ils ont pas de corps dans le sens où c'est le neutre. Non, mais pour de vrai, tu vois, en fait, on fait très rarement des commentaires sur le corps des hommes, alors que quand j'étais une meuf, on me faisait tout le temps des commentaires sur mon corps, genre tout le temps. Alors que maintenant, on me fait plus des commentaires sur le reste, en fait, tu vois. ouais. Après, il y a quand même, c'est encore un autre sujet, mais il y a quand même une déviance aujourd'hui, je pense, qui touche aussi les hommes, notamment, je pense, avec tout ce qui est le monde du fitness et de la muscu, et t'as aussi Oui, bien sûr. t'as beaucoup d'hommes qui vrillent, hein, Bien maintenant. sûr, mais je pense que c'est dans une beaucoup moindre Oui, mesure, ouais, ouais, dans le sens où quand tu parles avec des femmes, tu te rends compte que toutes ont un rapport très compliqué avec au leur poids, à la nourriture, ou ont eu un rapport très compliqué. ouais, C'est pas forcément enfin, en tout cas, je pense que tout le monde a vécu, enfin, toutes les femmes ont vécu à un moment donné ce truc-là, ouais, et c'est une expérience qui est très commune, tu vois, vis-à-vis des mecs où souvent, ouais. enfin voilà quoi. Ouais, c'est clair. Mais du coup, dans la réappropriation de ton corps, tu t'es aussi tourné vers le drag queer. Je crois que ça se dit comme ça, ou drag queen. Je sais pas trop comment on Ouais, dit. moi je dis le drag, Le comme drag. ça Bon, c'est bah, c'est très large, tu bien. vois, c'est simple. Je sais même pas s'il y a une Ouais, différence, mais du coup, depuis combien de temps tu fais ça et en quoi que ça consiste? Pas pour ceux qui connaissent pas, peut-être. ça fait 1 an à peu près. Ok. Alors le drag, en général les gens ils connaissent Drag Race de RuPaul. Je sais pas si ça te parle. Non, du tout. Ok, en général du coup ils ont plutôt l'image de mecs cis gays qui vont s'habiller en drag queen, tu Ah vois, oui. avec des personnages qui poussent les stéréotypes de genre à leur max, tu vois, et qui vont vraiment performer un truc de féminité extrême.
Moi, c'est pas vraiment ça que je fais. Je sais même pas si techniquement ça peut vraiment entrer. Enfin, je me sens jamais hyper légitime à dire que je fais du drag, même si je pense que bah, je performe sur des scènes de drag, donc voilà, tu vois. Quand même, il faut le Mais dire. je fais du drag queer, du coup j'essaie bah, de faire un truc qui est ni homme ni femme en fait. Enfin, je fais de la scène, tu vois. Je fais des Ok. personnages, des costumes, je raconte des histoires, je fais mes sons, voilà, je raconte des histoires en fait sur scène avec des personnages, parfois qui sont très genrés, parfois pas du tout. Et surtout, j'essaie de faire passer des messages politiques à chaque fois. Enfin, j'apporte des sujets qui me tiennent à cœur. Ça peut être, je sais pas, j'ai fait une perf sur le mariage il y a pas longtemps. J'ai fait une perf là-dessus. J'ai fait une perf sur les violences sexuelles, sur la transidentité. Enfin voilà, sur plein de sujets qui me tiennent à cœur. Mhm. Et c'est une manière de m'exprimer qui me fait beaucoup de bien, qui me fait plaisir, qui est hyper chouette. Et je me permets aussi, tu vois, de faire des trucs, genre par exemple, j'ai fait une paire sur la transidentité, où au début, je suis en mode la petite sirène. Ouais. Et je suis trop content de faire ça, genre mon dessin animé préféré, c'était genre la petite sirène quand j'étais gamin. Ouais. Et je voulais grave être une sirène, tu vois, ça avait l'air trop cool, j'adore la mer, les poissons, tout ça. Et du coup, genre, je vis trop ma meilleure vie en étant en mode Ariel au début, tu vois, genre, j'ai vraiment la super queue de sirène, la perruque rouge, le soutien-gorge coquillage avec plein de perles, j'ai brodé plein de trucs dessus et tout, il est incroyable ce soutif. Et bref, et grosso modo, l'idée du truc, c'est de dire, bah, j'ai envie, tu sais, genre, j'ai mis sur la chanson Partir là-bas, Mhm. en mode j'ai trop envie d'être une humaine, genre j'ai trop envie d'être un mec, mais je peux pas, et en fait si, et du coup j'enlève la queue, j'enlève tout, et je suis en mode bah en fait fuck it, je suis trans, et je fais ce que je veux, tu vois, c'est le message de la perf. Mais en même temps, bah du coup au début j'ai une expression de genre hyper féminine, et c'est drôle en fait de se réapproprier ces codes-là, de rejouer avec et Ouais. de me rendre compte qu'en fait c'est ok, tu vois, et je peux avoir des expressions de genre des fois hyper masculines, des fois hyper féminines, et en fait c'est pas mon identité. Oui, en fait, tu peux jouer avec et tu peux vraiment t'approprier le genre, entre guillemets, que tu veux à différents moments, surtout dans les spectacles où tu joues un rôle. Donc, c'est C'est ça, très... c'est fun en fait, c'est une Oui, performance, le genre est une performance, même au quotidien en vrai, hein. Enfin ça c'est bon, c'est le ouais. Judith Butler, du coup, Trouble dans le genre, c'est un bouquin de philosophie qui est hyper intéressant sur le genre et qui a un peu posé les bases. Sa thèse principale, en gros, c'est que le genre est une performance. Ok. Et c'est vrai au quotidien, en fait. Moi, je me rends compte, tu vois, quand j'ai vraiment envie d'être perçu comme un mec, bah, je marche avec les épaules un peu écartées, je marche un peu en canard, tu vois. Non, mais pour de vrai. Et genre, je fais la gueule, tu vois, genre, je souris pas, je me pose dans le métro en mode vraiment, genre, je suis un mec, tu vois. Body Bon, là, tu peux shaming, pas voir. j'adore. Ah ouais, non, mais vraiment, c'est un truc, tu vois. Et genre, je vais parler en mode grave et sans sourire, en étant hyper direct. Et même au téléphone, tu vois, je vois la diff quand je suis trop poli. Des fois, les gens, ils me disent madame. Non, Ouais. mais pour de vrai, genre, si je dis bonjour, j'appelle pour machin, genre, de suite, on va dire madame. Alors que si je suis en mode oui, je veux machin. Non, mais c'est terrible. Mais bref, tout ça pour dire que le genre, c'est vraiment une performance. Et moi, c'est drôle parce que j'en ai conscience au quotidien, mais je peux le pousser à l'extrême sur scène. Et c'est vraiment rigolo, en fait. Et je Ouais. pense que c'est quelque chose avec lequel il faut s'amuser, il faut dédramatiser, et ça fait du bien, tu vois, Ouais. de faire ça. Ouais, 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 mais bah, c'est hyper libérateur. Enfin, ça doit être hyper libérateur. Moi, j'ai fait du théâtre un peu pendant un moment et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien, en fait, de jouer des rôles. Et en même temps, c'est parfois des rôles que tu aurais envie de jouer dans la vraie vie parce que tu peux t'approprier je sais pas, des mises en scène ou Complètement. des choses que tu oses peut-être pas faire dans la vraie vie et sur lesquelles tu peux te libérer complètement. J'ai envie de te parler des drag kings vite fait. Donc moi je Ouais, me c'est considère quoi? pas comme un drag king, mais en fait les drag kings du coup c'est des donc le drag en général on a plutôt les queens en tête, du Ouais, coup plutôt le côté féminin, mais il existe aussi les drag kings qui en général sont soit des meufs cis, soit des personnes trans masques, enfin bon bref peu importe, qui vont jouer du coup la masculinité à l'extrême sur scène, et c'est aussi extrêmement rigolo de s'approprier les codes de la masculinité quand on ah le mais fait pas au oui, ça doit être quotidien. tellement drôle. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est hyper politique en plus, genre Et clairement. c'est pas forcément, ça peut être fait par des hommes ou par des femmes en fait. Ça peut être fait par des hommes ou par des femmes. Alors concrètement dans le drag king, j'ai jamais vu de mec cis Ouais, ouais. faire du drag king. Euh, mais en soi, le drag, oui, ça peut être fait par tout le monde, peu importe ton identité de genre, ton expression de genre. En fait,
L'idée, c'est de se réapproprier les codes et d'en jouer tout simplement. Donc en soi, tout le monde peut faire du drag. Bah, c'est bon à savoir. Mais de toute façon, je me suis notée sur ma liste de choses à faire et à voir, c'est d'aller voir un spectacle et j'essaierai de voir quand est-ce que tu en as pour venir te voir. Donc, c'est sur ma liste des résolutions de janvier, Trop là. bien. Donc, voilà. Mais du coup, si enfin, bah, du coup, on a tous les sujets dont on a parlé, on revient un peu sur le thème de la santé mentale. Mhm. Moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que on en parle plus maintenant, mais pas encore tant que ça. Enfin, tu parles notamment du fait de consulter un psy. Ouais, Alors, moi, je suis de l'équipe, de la team qui dit que tout le monde devrait aller voir un psy dans sa vie. je Un suis bon entièrement psy, hein, on est d'accord. d'accord, mais un psy quand même. Pourquoi ce sujet te tient à cœur, même si voilà, bah, avec tout ce qu'on a discuté, je me doute un peu des tenants et des aboutissants, mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, ce suivi? Alors, pendant très longtemps, j'ai eu un rapport très compliqué au psy. Ma mère m'a traîné chez le psy, je sais pas, quand j'avais 12 ou 13 ans, tu vois. Et franchement, c'était lourd. Alors j'ai détesté. Enfin bref, et pendant très longtemps, j'étais en mode ça sert à rien les psys, ça me fait chier. J'ai pas besoin de quelqu'un pour m'écouter et pour me dire, enfin pour hocher la tête tous les quarts d'heure, tu vois. Ouais. Enfin j'avais vraiment ce discours-là et bah, du coup, quand j'ai porté plainte, c'est vrai qu'on pourrait peut-être reparler du parcours un peu judiciaire et compagnie Ouais. sur le fait de porter plainte. Mais quand j'ai porté plainte, il y a une asso qui m'a aidé et qui m'a donné accès notamment à des séances de psy. Et je me suis dit, bon, c'est gratuit, genre, je peux y aller, on peut tester et on verra, tu vois. Ouais. Et je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. Après, quand même, la personne n'était pas du tout formée sur la transidentité et j'étais en pleine panique trans. Ouais, bah oui. Et je pense que du coup, c'était pas du tout la bonne personne en face de moi, mais ça m'a quand même fait du bien. Et j'ai mis un terme aux séances relativement rapidement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui ne me convenaient pas. Et j'ai une connaissance qui est autiste, qui m'a parlé et queer, autiste et queer, qui m'a parlé d'une personne du coup qui est psy, qui est trans et du coup qui est hyper safe sur Ouais. ce sujet-là, qui connaît bien l'autisme et qui m'a dit bah si tu veux aller voir quelqu'un, cette personne elle est hyper chouette. J'ai pris contact avec lui et voilà, ça fait un an et des petites brouettes que je vois une fois par semaine cette personne-là et ça m'apporte beaucoup. Mm. Vraiment, ça me permet, je pense, d'aller plus vite dans le sens où, malgré, j'ai quand même vécu pas mal de trucs de merde dans ma vie. On a effleuré un peu le sujet, mais en vrai, il y a plein d'autres choses. Euh, je survis sans psy. Genre clairement, j'en suis capable, je me gère relativement bien, je suis fonctionnel, tu vois. Enfin, j'ai pas, ça va. Mais le fait de voir un psy régulièrement, j'ai l'impression de vraiment progresser et de pas seulement d'être fonctionnel, tu vois, genre d'être bien en fait. Mm. Genre vraiment que ça m'aide à identifier plus vite les sujets, à avancer dessus, à explorer les zones qui peuvent être compliquées pour moi et que j'avais tendance à éviter. Et là d'y aller et d'être confortable, c'est jamais hyper confortable, mais d'être de plus en plus confortable à en parler et à dire bah oui c'est comme ça, c'est moi et j'ai vécu ça, j'en ai conscience et je suis bien aujourd'hui, ça fait partie de ma construction et Ouais, voilà quoi. mais c'est hyper important, même pour ceux qui ont pas forcément de problème, entre guillemets. On n'est Mm, pas mm. obligé d'avoir vécu des traumatismes. Tout le monde a des problèmes en Tout le vrai. monde, tout le monde a des, enfin, tout le monde a des problèmes un jour ou un autre, tout le monde a des questions un peu existentielles, etc. Mais en tout cas, ça fait du bien parce que, alors ça dépend des psys, etc. Mais quand tu tombes sur quelqu'un de bien qui arrive à t'écouter et à avoir un regard neutre et extérieur sur une situation où il va te faire voir la situation sous un angle différent sans t'influencer, Mm, mm. c'est hyper Ou même intéressant et enfin c'est de hyper. rassurer, tu vois, enfin Mm. vraiment, ou de se dire, bah c'est ok. J'ai un exemple très concret qui me vient. Du coup, j'étais censé avoir un procès bah, pour la plainte que j'ai, enfin pour la plainte que j'ai déposée. Bon, le procès a été reporté au final Mm. quelques jours avant. J'avais grave le seum, hein, voilà. Mais genre, à mesure que la date du procès approchait, j'étais en mode, est-ce que ma mère, elle va venir, tu vois, sachant que je lui parle plus depuis 3 ans, pour d'autres sujets, même pas liés à la transidentité, mais bon. Et j'en parlais à mon psy, je lui ai dit, j'en ai parlé avec une copine qui m'a dit, mais Sam, tu sais très bien qu'elle va pas venir, genre, c'est évident, tu vois.
Ouais. Et j'ai eu un moment de réalisation en mode, mais oui, c'est évident. Genre, pourquoi je me pose la question? Je suis trop con, tu vois. Enfin, évidemment qu'elle va pas venir, ce serait pas du tout cohérent avec son comportement passé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est juste que je care, tu vois. Enfin, genre, ça me fait encore quelque chose et j'ai encore un truc émotionnel rattaché à ma mère, tu vois. Même si je lui parle plus depuis plusieurs années et que j'ai fait ce choix-là et que je continue à le faire. Et mon psy, je lui en ai parlé de ça et je lui ai dit, je suis hyper frustrée de rattacher encore de l'émotionnel malgré le fait d'avoir décidé de couper les ponts, tu vois. Genre, Mm. j'ai encore de l'émotionnel lié à ça. Et il m'a dit, mais Sam, en fait, c'est normal d'avoir de l'émotionnel. T'es un être humain et c'est normal d'avoir des émotions. Et ça empêche pas, ça ne délégitime pas, tu vois, ta décision de couper les ponts. T'as fait ça pour ton bien et t'as eu raison. Et Mm. c'est normal, t'es un être humain, en fait, c'est normal d'avoir encore de l'émotionnel. Et c'est ça qui te rend humain aussi, tu vois. Et j'étais en mode, ok, bon, ben, ça me rassure. En Ouais, mode, mais ok, c'est pas grave. on a tous Genre, c'est besoin pas d'être grave. rassurés. On a tous besoin d'être rassurés. Enfin, et qui plus est, enfin, quand de base, on n'a pas forcément confiance en soi ou quoi. Enfin, Mm, ça fait toujours du bien de pouvoir décharger un peu les choses qu'on peut pas. Parce que tu peux parler à tes amis, tu peux te confier, etc. Mais ça n'a pas la même portée, en fait. Enfin, c'est pas pareil. C'est vraiment un lieu qui t'est dédié à toi où tu peux vraiment dire les trucs que tu penses et les c'est voir ça. sous un angle différent. Et ça fait du C'est un bien. lieu où la personne, elle te connaît quand même très bien si tu remplis le contrat, c'est-à-dire si t'es honnête avec elle. Ouais. Et où il y a vraiment pas de jugement, en fait, et où il y a pas d'enjeu lié à l'amitié de la personne ou lié à quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un espace bah, de soin pour soi et c'est Mm, hyper important, mm. clairement. Donc, Et du coup, par contre, je pense que l'adéquation avec la personne est cruciale, genre mm, vraiment. ouais. Et il faut pas hésiter à demander à son psy comment il se situe sur certaines thématiques, comment il travaille, etc. pour être sûr que ça convienne en fait, parce que Ouais. c'est une relation enfin une relation de travail du coup entre deux personnes, mais ça reste une relation et il faut que les deux personnes du coup soient compatibles. Mm. Et tu parlais là juste avant, tu mentionnais le fait que ça te permettait aussi d'aborder le thème de l'autisme. Mm, mm. Et du coup, bah, l'autisme, enfin, quel cheminement tu as eu pour avoir ce diagnostic-là et qu'est-ce que ça implique bah, dans ton quotidien, du coup Ouais. Alors l'autisme, c'est un très gros sujet. Ah, C'est un très gros sujet. En bref, pendant des années, je savais juste que j'étais un peu weird, tu vois. d'accord. Genre, socialement, des fois, j'ai des interactions, je suis en mode, ok, là, j'ai loupé un truc, tu vois. Ouais. Ou genre des trucs un peu bizarres, ou je sais pas, enfin, plein de micro-trucs, où t'es en mode, j'ai conscience d'être légèrement en décalage, mais je sais pas pourquoi, et c'est comme ça, tu vois. Et je me suis toujours dit, bah, je suis un peu weird, et c'est comme ça. Et en fait, il y a eu un moment où j'étais en CDI et j'étais clairement en train de faire un burn-out. J'étais épuisé, je dormais pas, enfin j'avais des torticolis à répétition, j'avais une sinusite chronique qui durait pendant des mois, enfin c'était vraiment l'enfer, j'étais au bout du rôle physiquement. Et en fait, je travaillais dans un open space avec trois commerciales qui téléphonaient toute la journée. Et ça me rendait ouf, genre mais... Et en fait, je travaillais avec un casque anti-bruit, tu sais, à réduction de bruit active, plus de la musique dessus. Ouais. Et il y a un jour où je suis entré dans le bureau et il y avait déjà du bruit et j'étais tellement épuisé que mon réflexe, ça a été genre, j'ai eu envie de me mettre sous mon bureau, tu vois, de me boucher les oreilles et de me mettre à hurler. Je me suis dit, ok, je peux pas faire ça. Oui, non, c'est C'est pas un socialement, c'est comportement qui est incompatible. acceptable. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tellement mal que je me suis mis à pleurer. Genre immédiatement. Tu vois, je suis entré dans l'open space et je me suis mis à pleurer, mais vraiment genre à des gros pleurs, tu vois, pas des Mm. petites larmes, genre vraiment des gros pleurs. Et je suis sorti et j'arrivais pas à m'arrêter et j'étais en mode il y a trop de bruit, je vais pas y arriver en fait, il y a trop de bruit, il y a trop de bruit et je répétais ça en boucle et j'étais super mal et j'ai mes collègues qui sont venus me voir, tu vois, parce que je veux dire j'étais ami avec certains collègues et qui me disaient mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas à la maison, qu'est-ce qui va pas avec ton copain et en fait je voyais qu'elle comprenait pas et moi j'étais en mode juste il y a trop de bruit, je peux pas. Mm. Et je voyais que enfin, je voyais l'incompréhension en fait dans leur regard. Et ce jour-là, je suis rentré chez moi et je sais plus, j'ai dû avoir un arrêt maladie ou une connerie comme ça. Mais je me suis dit, ok, là j'ai un problème en fait. J'ai compris qu'il y avait un sujet en mode, je suis hypersensible au bruit et ce n'est pas normal. Ouais. Et en fait, quand tu tapes hypersensibilité au bruit dans Google, tu tombes plus ou moins de suite sur l'autisme. Ouais, 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 ouais.
Sauf que les autres symptômes, entre guillemets, enfin les caractéristiques plutôt, parce que c'est pas une maladie, les caractéristiques de l'autisme, elles me correspondaient pas du tout. Enfin, moi, je me reconnaissais pas dedans. J'étais en mode, ok, bon, du coup, c'est pas ça. Et en fait, vient Noël. C'était il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. Et 3 ans, non, c'était il y a 3 ans. Et j'en parle avec ma sœur. Et elle me dit, mais Sam, en fait, moi, j'ai une pote qui est diagnostiquée autiste. Et chez les personnes, chez les femmes, parce qu'à l'époque j'étais encore perçue comme une femme, chez les femmes, ça s'exprime pas du tout pareil. Ok. Et j'étais en mode ah bon et tout. Et du coup on cherche sur internet et on arrive à trouver une liste de caractéristiques chez les femmes autistes. Et en fait, je me souviens vraiment du truc où ma sœur elle lit à voix haute les trucs un par un et où on se regarde en mode Ah oh ouais, ah merde. ouais. Vraiment genre je cochais je sais pas 90% des cases. Et tu vois, moi j'ai un truc où je me dis, tu peux toujours te reconnaître dans quelque chose, mais du coup, on se disait, est-ce que ma sœur elle correspond? Et ma sœur elle correspondait à 15%, tu vois, enfin vraiment un Ouais. truc où statistiquement c'était pas cohérent. Et du coup, j'étais là, ok, bon, bah, je sais pas, je vais peut-être creuser le sujet du coup. Et ça a été un parcours hyper compliqué parce qu'en fait, genre, j'ai commencé en CRA, donc c'est les centres de ressources autistiques. Il y en a un par région et t'as accès à un diagnostic gratuit, sauf qu'il faut genre 2 ans d'attente en moyenne pour avoir un rendez-vous. Et au final, la psychiatre que j'ai eue en face de moi, elle m'a dit, bah non, genre, vous me regardez dans les yeux et vous avez un ton de voix qui n'est pas monotone, donc vous ne pouvez pas être autiste. J'étais en mode, ah ok, du coup, je suis juste bizarre, nice. Et j'ai voulu aller au bout du truc et j'ai une connaissance autiste qui m'a recommandé une psy que je suis allé voir et je lui ai dit bah voilà je sais pas ce que j'ai comme problème, j'aimerais définitivement écarter l'autisme et comprendre c'est quoi le problème en fait. Enfin et du coup elle m'a dit bah on va faire les tests et on verra. Mm. Et au début, enfin quand je lui ai expliqué pourquoi je pensais que j'étais autiste, elle m'a dit très honnêtement, je suis pas sûre, donc on va faire les tests, on verra. Et du coup, j'ai fait les tests et il se trouve que effectivement, je suis autiste. Bon, bah, comme ça, t'as la confirmation. J'ai la confirmation, sauf que après, du coup, ça c'était une psychologue, donc le diag il est pas reconnu parce qu'il faut que ce soit émis par un psychiatre. Ok. Donc ensuite j'ai vu un psychiatre spécialisé, il a fallu 3 séances. Bref, je te la fais courte, ça m'a coûté en tout quasiment 900 €. Oh putain. Ouais, oh putain, comme tu dis, pour être diag autiste, et ça c'est un vrai sujet parce que personnellement j'ai pu mettre cet argent-là, Mais mais la comment on plupart appelle des ça? personnes Ouais. autistes ou neuro-A, bah, elles sont plus précaires que les autres personnes Ouais. et potentiellement elles peuvent pas se permettre ce diagnostic-là. Donc là, il y a quand même un vrai sujet. Et bref, du coup, j'ai la chance d'avoir un diag et du coup, bah, enfin, tu vois, il y a aussi un truc où tu te sens légitime. Du coup, enfin, moi, je me sens légitime à dire je suis autiste. Aujourd'hui, il faudrait que je fasse la même démarche sur le TDAH, Mm. qui est un trouble de l'attention avec hyperactivité. Et il y a beaucoup de comorbidité entre autisme et TDAH. Et je pense très sincèrement que je le suis. Mais j'ai grave la flemme de refaire les démarches de diag, tu vois. Enfin, si c'est pour que ça me coûte aussi cher et que ça me prenne autant de temps, je suis en mode flemme. Mais bon, bref, pour revenir à ta question de comment ça s'exprime l'autisme chez moi, globalement, ça va être des problèmes sensoriels. Donc, par exemple, je suis hypersensible au bruit, à la lumière, aux odeurs. Par exemple, si j'entre dans un bar et qu'il y a 3 écrans, ça me rend ouf. Ouais. Genre, mon cerveau, il arrive pas à ignorer certains signaux, tu vois. Ou genre, quand t'es au resto et qu'il y a une table qui parle à côté, je n'arrive pas à ne pas écouter la conversation. Enfin, ça me rend dingue. Ouais, Ça ouais, me rend dingue. Mais du coup, ça m'épuise. ouais. Ouais, je comprends. Donc t'as ça, donc t'as le côté sensoriel. Ça peut être aussi une hyposensorialité pour d'autres personnes autistes, donc qui vont au contraire beaucoup moins ressentir les trucs sur certains aspects sensoriels. T'as des difficultés sociales, où globalement, par exemple, j'arrive pas à mentir. Je sais pas du tout mentir. Mm. Mais c'est un peu un problème socialement parce que des fois, il faut mentir. Mm. Enfin, il faut enrober les choses, tu vois, et c'est compliqué. Je comprends beaucoup moins les normes sociales. Genre, je sais pas, j'ai un collègue par exemple qui m'avait dit, bah, quand quelqu'un entre dans l'open space, il faut que tu te tournes vers la personne et que tu lui dises bonjour. Ouais. En mode, bah, si la personne elle veut venir me voir, elle vient me voir et je lui dirai bonjour, tu vois. Enfin, en fait, il m'a dit, bah non, du coup, là, t'es considéré comme mal poli. Enfin, j'étais Ah, là. mais tu sais, en fait, il y a un lien hyper étroit. Enfin, ce que tu dis, ça me fait penser. En fait, je suis en train de préparer je te tease un peu un futur épisode sur justement le lien entre autisme, TDAH, hypersensibilité. Ah bah, Voilà. Et en fait, tu te rends compte que souvent, les personnes, enfin, pas les symptômes, mais les caractéristiques se recoupent.
Et, Mm, mm. et tu as des personnes qui ont un TDAH, mais qui ont aussi une hypersensibilité. Tu as des personnes autistes qui ont aussi une hypersensibilité, voire un TDAH. Enfin, et qu'en fait, finalement, c'est un truc un peu plus global de neuroatypie Mm, mm. donc effectivement, on met des termes à chaque fois pour séparer et pour mettre dans des cases, mais au final, tu as une espèce de flou, enfin de nébulosité, tu vois, où en fait les choses se recoupent un peu les unes entre les autres. Et il y a un lien très étroit et qui se mélange un peu avec les uns et les autres, tu vois. Enfin, Alors effectivement, il y a plein de choses qui se recoupent, mais il y a aussi des fonctionnements qui sont très différents et propres, soit à l'autisme, au TDAH, à la bipolarité, à plein de choses en fait, parce qu'il y a bien plein sûr. de manières d'être neuro-A. Je pense que les étiquettes, elles sont quand même importantes parce que ça permet d'exprimer un fonctionnement, tu vois. Mm. Oui, Euh, Typiquement sur l'autisme, moi par exemple, j'ai du mal à lire les émotions des gens sur leur visage et à comprendre les sous-entendus. Genre, je suis super nulle. Le second degré, c'est compliqué. putain, pareil pour moi. J'ai beaucoup tendance à prendre au pied de la, enfin pas au pied de la lettre, Ouais, mais à premier degré, quoi. j'ai besoin qu'on me détaille les pensées de l'autre pour que je comprenne en fait. Enfin, Mm, tu vois, mm, mm. j'ai besoin Absolument. d'explications. Mais ça, du coup, tu vois, moi, c'est un truc où bah, je dis aux gens, écoute, je comprends pas du tout, du coup, j'ai besoin que tu me l'expliques, et si tu me dis pas un truc clairement, je ne le comprendrai pas. Ou si tu ne m'exprimes pas, je suis triste, je suis en colère, etc., je ne le verrai pas. Donc, Mm. ne compte pas sur moi pour le voir. Et ça permet d'exprimer ça et d'expliquer, c'est parce que je suis autiste. Et voilà, tu vois, et si t'es pas content, bah concrètement, c'est pareil. Enfin, ou ça s'appelle du validisme, concrètement. Ouais, bah oui. Ouais, ouais, non, mais oui, bah le validisme, oui. Ouais, bah ça, c'est encore un autre gros sujet, hein, non, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Et puis, je pense que petit à petit, le fait aussi que tu puisses avoir des réponses à des questions sur tes fonctionnements, ça permet aussi de mieux comprendre enfin, bah déjà toutes tes réactions dans la vie quotidienne et tout, ça te permet de mieux les appréhender et de trouver des solutions ou en tout cas des. Oui, absolument, absolument. En fait, moi, d'avoir mis le doigt sur l'autisme, ça m'a permis de regarder toutes les caractéristiques autistiques et du coup, bah, de me reconnaître dans la très grosse majorité concrètement et de mettre en place aussi des stratégies pour que ça aille mieux. Bah, typiquement, j'ai quitté mon emploi salarié avec le fameux open space que je ne supportais plus. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis freelance mais c'était la meilleure décision ever. En fait, je travaille de chez moi. J'ai pas de collègues en fait, j'ai pas d'interaction sociale forcée. Mm, J'aime les interactions sociales, mais choisies. mm, C'est-à-dire que j'aime bah voilà prendre un verre avec des amis ou inviter des gens chez moi, enfin faire des trucs avec des gens que j'aime. Mais les interactions sociales forcées, ça peut être compliqué pour moi, notamment si je suis fatigué, notamment voilà s'il y a des sujets de mon côté. Et du coup, bah le fait d'être en freelance et de pas avoir d'interactions sociales forcées, pour moi c'est incroyable. Et je choisis mon environnement de travail, donc qui est calme, qui est dans un univers que je connais vu que c'est chez moi. Enfin bref, il y a plein d'avantages et ça clairement c'est une manière de m'être adapté, tu vois. ouais, je vois tout à fait. Bah écoute, bah enfin, trop bien. Enfin, c'est hyper intéressant et je dévie un peu, mais une des précédentes questions que je t'ai posées, dans ta réponse, tu évoquais le fait que tu étais polyamoureux. Oui. Alors, c'est un sujet qui fait débat, parce que, enfin, moi, j'ai écouté des épisodes sur le sujet. Ouais. Euh, je suis assez ouvert d'esprit, donc enfin, je conçois, j'essaye de comprendre. Euh, Ouais. je sais pas si pour ma part, ça serait possible. Je sais Bah, pas, je cherche à convertir personne, hein, que ce ouais, soit ouais, merci beaucoup. Mais c'est tu vois, totalement OK d'être monogame, hein, mais, il y a pas de problème. mais tu vois, en gros, enfin, je me dis, qu'est-ce que ça implique dans la relation à l'autre? Et surtout la Alors, question de la jalousie, tu vois, en fait, enfin, je sais, ouais, on peut se dire, oui, mais si tu aimes l'autre, tu peux aimer le fait qu'il aime aussi d'autres personnes et tout. Mais en fait, c'est tellement dur, enfin, c'est, ouais. Alors c'est un gros chemin à déconstruire, genre vraiment. Pour les personnes qui découvrent le sujet, j'aurais tendance à conseiller le podcast Le cœur sur la table ouais, de Victoire Tuaillon, qui est vraiment pas mal à ce sujet. En fait, pour moi, c'est plus de repenser les relations amoureuses et sexuelles comme un peu les amitiés, tu vois. En ouais. mode, bah, je peux avoir des amitiés qui sont très intenses, qui sont très investies, où je vais échanger tous les jours avec la personne, où je vais offrir des cadeaux, lui dire je t'aime, etc. Enfin, vraiment, enfin, j'investis beaucoup, tu vois, mes amitiés. Et au final, les relations amoureuses, ça peut être la même chose.
Enfin, en fait, et j'en voudrais jamais à une amie, tu vois, de me dire qu'elle a une autre amie. Enfin, ça aurait pas de sens. Hmm. Ouais, genre, ça aurait vraiment pas de sens. Et en fait, le polyamour, c'est arrivé pour moi, je vais te dire la vérité. Ça faisait 3 ans que j'étais avec mon mec, on était en couple normal, enfin, tu vois, exclusif et tout. Et j'ai eu un crush. Genre vraiment, j'ai eu un mec où j'ai flashé, tu vois, et là j'avais un choix, genre qu'est-ce que je fais? Est-ce que bah tant pis, je fais rien et je suis frustré dans mon coin et tant pis, avec le risque du coup bah que ça dégrade un peu ma relation avec mon mec en mode bah je suis frustré, ça fait chier et de voir toutes les différences et tous les trucs qui sont moins bien et tout ça, tu vois. Mhm. Soit bah je trompe mon mec, je lui dis rien et je fais quand même le truc et j'étais en mode bah ça pour moi c'est pas ok. Soit je quitte mon mec pour cet autre mec là et bah j'avais pas de raison tu vois, enfin je veux dire Mhm. j'étais bien avec mon mec et juste voilà. Et bref du coup j'en ai parlé et on s'est mis d'accord bah, de tenter le polia et à partir de là bah c'était hyper chouette en fait parce que ça enlève une sorte de pression. Typiquement mon ex du coup enfin le mec en question il était hyper fêtard tu vois, il adorait sortir les vendredis soirs et les samedis soirs, ce qui est pas du tout mon cas. Ouais. Bon, bah du coup, à chaque fois, j'étais frustré parce que je me forçais à sortir. On rentrait à 2-3 heures du mat parce que moi, j'étais au bout du rouge. J'étais en mode, please, on rentre. Et du coup, lui, il était frustré de pas pouvoir danser jusqu'à 6 ou 7 heures. Et là, en fait, avec ce fonctionnement-là, on était là, bah, on sort ensemble les samedis jusqu'à genre 4 heures. Et par contre, le vendredi soir, bah, moi, je vois mon autre mec, du coup, Ouais. et lui va danser jusqu'à 7 heures. Et en fait, tout le monde est content dans l'histoire. Enfin, moi, je suis content de passer une soirée posée à la maison à regarder la télé avec mon autre mec. L'autre, enfin mon ex, du coup, il faisait sa vie, il allait danser, potentiellement, il allait, je sais pas, avec une meuf, hein, peu importe, tu vois. Mais au final, tu fais beaucoup moins de compromis. Enfin, c'est con à dire, mais t'as pas besoin d'avoir une personne qui coche toutes les cases. Tu vois, genre, je sais pas si j'aime aller faire des expos et que j'ai un partenaire qui n'aime pas aller voir des expos, c'est pas grave, je peux le faire avec quelqu'un d'autre. Mais du coup, la question de la jalousie, comment tu le gères? Alors, c'est un sujet, je pense, qui est propre à chacun, chacune. Les premiers mois, ça a été compliqué, je vais pas te mentir. Surtout quand tu passes d'une relation exclusive à une relation non exclusive, t'as des réflexes en mode panique, tu vois. Et encore aujourd'hui, ça peut m'arriver de ressentir de l'insécurité. Mais il faut se demander à quoi c'est dû, tu vois. Pourquoi je suis jaloux? Mhm. Pourquoi je suis jaloux? Est-ce que, enfin, concrètement, moi, en général, c'est, bah, j'ai peur que mon partenaire, il m'abandonne. Voilà, c'est super triste, mais c'est vrai, tu vois. Genre, pourquoi je ressens de la jalousie? Mais c'est toujours ça, mais c'est Parce terrible que cette j'ai peur. peur. Mais c'est Parce, horrible. parce que j'ai peur d'être moins bien, j'ai peur que l'autre personne, elle soit incroyable et qu'à côté, je sois trop nul, que mon partenaire, il se lasse, que mon partenaire, il parte et qu'il m'aime plus, en fait. C'est ça, la jalousie. Enfin, pour moi, c'est ça. Et c'est une question de confiance en soi et de confiance en l'autre et en la relation. Du coup, quand tu arrives à avoir des relations qui sont vraiment fortes et où tu as confiance en l'autre, tu as confiance en la relation, tu as confiance en toi, bah, au final, tu arrives à ressentir beaucoup, beaucoup moins de jalousie. Je dis pas que j'en ressens zéro, mais quand j'en ressens, je me dis, ok, d'où ça vient? Pourquoi là je suis jaloux? Et j'en parle à mon partenaire et je lui dis, bah là je suis un peu en insécurité et en général la personne va me dire, bah qu'est-ce que je peux faire? Et ça va être, bah je sais pas, est-ce que tu peux m'envoyer des petits messages ou me rassurer et voilà, tu vois. Mais globalement j'en ressens beaucoup beaucoup moins. Et quand j'en ressens, c'est parce que je me sens en insécurité, parce que j'ai peur que la relation elle change en fait. Mais dans le polia, tu t'aperçois aussi que ça veut pas forcément dire que ta relation elle va changer. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un partenaire que j'aime beaucoup Oui. et que je vois enfin, on se voit 2 à 3 fois par semaine, je pense. Donc c'est quand même une relation assez intense et dans lequel je suis vraiment investi émotionnellement. Mais tu vois, genre, bah, il me reste quand même beaucoup de temps. Enfin, en étant freelance, j'ai la chance d'avoir du temps et de pouvoir moduler mon temps comme je veux. Je peux très bien, je sais pas, le mercredi midi, voir un autre partenaire. Ça ne changera absolument rien à mon autre relation en fait, tu Ouais. vois. Ouais, ouais. Et une fois que tu as compris ça, c'est génial parce que ça t'enlève énormément de pression. Si j'ai, enfin tu vois, si mon partenaire il me dit ah j'aimerais faire ça ou machin et que moi j'ai pas envie, je suis en mode bah trouve quelqu'un d'autre. Genre. Ça moi ça m'intéresse pas et c'est ok tu vois, et tu vas pas te forcer à rentrer dans une case qui te correspond pas, ou en fait tu prends ce qu'il y a à prendre dans les relations. C'est ça qui est hyper chouette en mode bah
Si la personne, elle est pas exactement comme ci, comme ça, bah c'est pas grave. Je prends ce qu'il y a à prendre. Je prends les moments qui sont chouettes, qui me font du bien, qui me font plaisir, que j'aime avec la personne, mais elle a pas besoin de cocher toutes les cases. Et au final, tu te retrouves à à être beaucoup plus ancré, à être beaucoup plus stable, parce qu'en fait, ta stabilité émotionnelle, elle dépend pas d'une seule personne. Et je pense que je suis bien placé pour en parler parce que tu as dû voir sur mon compte Instagram du coup que j'ai vécu le deuil d'un partenaire. Ouais. Donc j'étais avec Fred. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble et il était journaliste, il est parti en Ukraine et il est mort là-bas. Et franchement, ça a été horrible, hein. Enfin, voilà, j'ai beau être en polia, ça a été horrible et c'est encore dur. Je vais pas mentir, c'est encore dur parce que c'est une personne que j'aimais énormément, qui comptait beaucoup dans ma vie. Euh, mais je pense que le polia, il m'a quand même aidé sur le deuil et il m'aide encore parce que c'était pas la seule personne qui m'aimait dans ma vie, tu vois. Et j'avais des amis très proches, j'avais des partenaires proches, d'autres partenaires proches qui ont été là pour moi et il y a un peu ce truc là où quand j'étais dans des relations exclusives, 6-7, etc., enfin des relations classiques quoi, euh, ma stabilité émotionnelle dépendait beaucoup plus de mon Oui, c'est partenaire, très tu vrai. vois. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. En fait, ma stabilité émotionnelle, elle dépend principalement de moi. Et ça, Mm. c'est super confortable de dire, en fait, j'ai besoin, enfin, c'est pas que j'ai besoin de personne, parce que c'est absolument pas vrai. J'ai besoin de personnes qui m'aiment et dans ma vie, tu vois. Mais mon pilier, c'est moi-même, en fait. Ouais. Et ça, c'est super confortable parce que tu t'es bien avec toi-même et tu gères tes interactions avec les autres de manière hyper apaisée. Et du coup, enfin, c'est tellement plus doux et confortable. Enfin, et ça ouvre plein de possibilités aussi et plein de trucs chouettes en fait. Ça me fait beaucoup de De, bien enfin, c'est hyper inspirant de t'écouter parce que t'es tu vois, chou- moi, les épisodes que je fais, enfin, je les fais aussi, enfin, je les fais bien sûr pour partager au plus grand nombre, pour que des personnes puissent être intéressées et tout. Mais je sais aussi que ça m'apporte énormément. Et tu vois ce que tu dis sur le fait d'être confortable avec soi-même et d'avoir une stabilité émotionnelle avec soi-même, je trouve ça important et évidemment prioritaire, enfin, prioritaire pour du coup bien vivre euh, les relations avec les autres. Mais c'est tellement dur, mais putain, c'est tellement dur. Ah, Et c'est un travail, hein. C'est un travail, ça c'est non, clair. non, mais je vais pas détailler parce que c'est pas, voilà, je m'étale jamais trop moi dans les épisodes, mais c'est le sujet de toute ma vie, c'est la Après, stabilité émotionnelle, c'est dis-toi que c'est pas de ta faute dans le sens aussi où socialement on nous vend beaucoup le mythe du chevalier et de la princesse, tu vois. ouais, Où genre, en tant que femme, tu vas mettre énormément d'enjeux dans la relation romantique, tu vas attendre que ton partenaire ce soit ta moitié. Et en fait, ça c'est hyper problématique, tout le truc d'âme sœur et tout. Je suis en mode, mais non, enfin moi j'ai pas d'âme sœur, genre j'ai des personnes que j'aime et point, tu vois. Enfin, il y a pas de, j'ai pas une moitié, je suis entier à moi-même en fait. ouais. Mais même sans parler de moitié, tu vois, il y a le côté où en fait, à partir du moment où tu relationnes avec une ou plusieurs personnes, etc., que ça soit des amitiés ou des relations amoureuses, tu te donnes et du coup, tu as le risque d'être à un Mais moment t'es donné vulnérable en fait, rejeté, tu as le risque à un moment donné d'être bien sûr. abandonné. Et en fait, ça te positionne dans une situation, je trouve, pour ma part, très difficile parce que tu te mets à douter de tout, à te poser des questions, à te dire mais là, est-ce que je suis assez bien? Est-ce que, Hmm. et tu vois, et tu pars dans des trucs alors que sans ça, enfin, tant qu'il n'y a pas l'enjeu de l'autre, tu arrives tu peux en tout cas arriver à te construire un truc assez fort de confiance et tout machin. Et à partir du moment où les sentiments entrent en jeu, bah, Ah mais ça, c'est totalement. ça fucked up le truc. Et du coup, c'est hyper dur de conserver ou de continuer à construire cette stabilité émotionnelle à soi. Et je trouve quelque part, c'est peut-être un peu bizarre ce que je vais dire, mais je trouve ça beaucoup plus facile. euh, Comment dire ça? Je trouve ça plus facile d'avoir des plans cul Ouais, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. ouais. Enfin, Alors, c'est plus facile. C'est plus. Ouais, il y a moins d'enjeux. C'est plus facile émotionnellement. mm, mm. C'est moins sympa parce que c'est moins agréable. C'est moins intense et tout machin.
Mais Mais t'es moins vulnérable en fait, donc tu c'est risques ça, moins. c'est Quand tu mets pas d'enjeu exactement émotionnel, tu risques moins, c'est clair. Et après, il y a un truc aussi avec le polia. Moi, j'ai tendance à avoir des relations investies émotionnellement. Tu vois, j'ai tendance à m'enflammer pour les gens et à être à fond. ouais, Ce qui est un peu un classique chez les personnes autistes, hein, au passage. ouais. Mais du coup, avec le polia, je vis aussi plus de ruptures. Ah oui. C'est bah, mécaniquement, j'ai plus de relations, donc plus de ruptures, de trucs qui se terminent, mais aussi plus de trucs qui commencent. Du coup, bah, t'apprends à gérer un peu plus aussi cet aspect-là Mmh. et à te dire, bah, en fait, c'est pas moi le problème. C'est Oui, pas, en fait, c'est pas une histoire. Bon, enfin, sauf, ça, c'est bien aussi de se remettre en question, hein. oui, bien sûr. Je précise, mais la plupart du temps, c'est plus, bah, ça n'a pas fonctionné, pourquoi, et à comprendre qu'en fait, c'est pas moi le problème, genre c'est ok. En fait, c'est juste une relation qui n'a pas fonctionné parce qu'on cherchait pas la même chose, parce que X raison, tu vois, mais c'est pas grave. Oui et bah, parfois les choses, finissent par, ne pas fonctionner et dans le meilleur des cas, bah, les 2 se rendent compte de la même chose au même moment. Ça, c'est Mm. l'idéal parce que, bah, sinon, c'est pas très drôle, Après, quoi. après, ça peut aussi être des relations plus fluides. Tu vois, par exemple, j'ai eu une relation qui a duré 6 mois. Et c'est une personne qui m'a dit au bout de 6 mois, bah finalement, je vais me mettre en relation exclusive avec une meuf que j'ai rencontrée. Bon, Oui, un peu dur, tu vois, j'étais là, ah ok, bon bah nul, mais ok. Et en fait, on est resté super potes. J'ai eu un petit travail d'ego à faire en mode, ok, bah c'est pas moi, c'est pas grave, il ne m'abandonne pas, c'est pas qu'il ne m'aime plus, c'est juste que voilà, il a envie d'explorer cette relation intense avec cette personne qu'il a rencontrée et c'est ok. Et on est resté super amis, tu vois. Et en fait, c'est génial de bah, d'avoir réussi à faire ça. Enfin, je suis content et je suis content d'avoir plus de fluidité dans mes relations. Et je pense que j'en suis même au stade, tu vois, où j'ai du mal à dire ça c'est une relation amoureuse, ça c'est une relation amicale, ça c'est une relation X. J'ai tendance à, enfin, je me considère en anarchie relationnelle, donc c'est une bon, bah, partie c'est du polyamour. encore un nouveau terme, mais c'est Ouais, génial. encore un nouveau terme, je suis On désolé, c'est un apprend. peu spécifique. Non, mais Mais c'est bien. en gros, t'as du polyamour, ce qu'on appelle hiérarchique, où t'as une relation principale et d'autres partenaires qui sont secondaires, qui vont Ah oui, avoir plus ou OK. moins de droits et de règles par rapport au partenaire principal. Et moi, je me considère en anarchie relationnelle, où j'ai pas de partenaire principal, j'ai juste des personnes. OK. Et je vais même pas, enfin, quand je dis partenaire, en général, c'est des personnes avec qui j'ai soit un enjeu émotionnel, soit avec qui j'ai une vie sexuelle. Mais concrètement, j'ai tendance à pas trop mettre d'étiquette sur mes relations, tu vois, dans le Mmh. sens où j'ai de plus en plus de mal à voir la différence entre amour et amitié, dans le sens où interaction sexuelle à part et attirance physique à part, bah, je m'investis de la même façon, tu vois, genre je vais faire des petits cadeaux. Si la personne elle m'appelle, elle est mal, bah je vais y aller avec, je sais pas, de la bouffe, un bouquet de fleurs, enfin, j'en sais rien, tu vois. Et j'essaie de vraiment réinvestir à fond mes amitiés. Et je pense que le polyamour aussi m'a permis ça, de me dire en fait, bah il y a juste des gens que j'aime et c'est trop bien. Et je dis je t'aime aussi, bah à des Hyper personnes. important. Je pense que c'est hyper important d'arriver à ce stade où on peut, investir les relations et le montrer parce que, enfin, moi, je sais que j'adore donner aux gens. Enfin, Pareil, j'aime beaucoup donner, enfin, penser aux autres, leur faire des cadeaux. c'est génial. Vraiment, j'ai besoin de ça. Ça me fait du bien. Vraiment, ça me fait vraiment du bien. Et je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément, qui sont touchés quand tu fais le truc, Ouais, mais qui vont pas être forcément dans la même démarche, tu vois. Et ouais, pourtant, je trouve ça, absolument. mais c'est tellement génial, en fait, les Mais gens oui, qui c'est te donnent. incroyable. Et c'est trop bien, tu vois, de pas réserver ça à ton couple, en fait. Bien sûr. De pouvoir aller réinvestir les autres relations et donner du care et donner plein de choses de l'amour, en fait, à Mmh. d'autres personnes. C'est incroyable. Enfin, c'est vraiment hyper chouette. Et je pense que, du coup, même des personnes qui sont en couple exclusif, elles ont plein de choses à apprendre du polia Ouais. et Oui. voilà. Enfin, sans forcément se dire que c'est pour Oui, toi, bien tu ouais, ouais, vois. ouais, bien sûr, même dans une relation exclusive de ne pas oublier le care et Hum, le souci de comment l'autre se sent, de ce qu'il a besoin et cetera. Je pense que c'est hyper important et ça manque, quand même, dans beaucoup de relations. Je parle pas que des relations amoureuses et tout, mais, ce truc où tu vas chercher vraiment à prendre soin de hum, l'autre et de ce qu'il a besoin. ouais. Pas forcément pour se plier à l'autre, hein, pas du tout, mais aussi pour se dire: «Bah, en fait, on est dans une relation, on est dans un échange
Et si j'apprécie l'autre, j'ai envie qu'il se sente bien, et du coup, je vais faire en sorte de faire des choses pour qu'il se sente bien, tu vois. Enfin, Bien sûr. bref, mais non, mais j'aime beaucoup échanger justement avec des personnes qui n'ont pas forcément la même configuration amoureuse, entre guillemets, je sais pas comment on peut dire ça, mais Oui, oui, parce que je je trouve ça comprends. hyper, parce que t'apprends toujours en fait. Enfin, tu t'inspires et tu peux piocher des choses euh, différentes en fait, et des idées ou Bien des sûr. façons, des façons de voir les choses et tout qui sont hyper inspirantes. Donc, merci. Bah, avec plaisir, écoute. Et du coup, bah, qu'est-ce qui te fait du bien au quotidien et comment tu prends soin de toi dans tout ça? Alors, c'est une vaste question. Mmh. Je pense qu'au quotidien, ce qui me fait du bien, ça a été de comprendre mes besoins et de les respecter, de comprendre mes limites et de les respecter. Ça a été un gros apprentissage de comprendre tout ça. Et aujourd'hui, je pense que je le fais de mieux en mieux et ça me fait énormément du bien. Et après, globalement, sinon, ce qui m'apporte de la joie, bah, ça va être mes relations avec les autres. Ça va être tout ce qui est artistique qui m'apporte énormément de joie. Tout ce qui est partage sur Instagram, mais ailleurs aussi. D'avoir un sens de communauté aussi avec des gens. J'ai rejoint une asso de cirque intersectionnel, par exemple, il y a 6 mois. Mmh. Et c'est presque une deuxième famille, tu vois, et c'est incroyable. Enfin, c'est génial d'avoir ça. Et enfin bref, j'ai l'impression d'être très heureux, tu vois, dans ma vie aujourd'hui. Trop bien, ça fait du bien Et à de entendre, de ouais, savoir des bah gens ouais, heureux, dans ce bah ouais, monde ouais. où les gens sont déprimés, où il y a l'inflation, les coupures d'électricité, le Il y a plein de Covid. problèmes. Il y a plein de problèmes et j'ai des problèmes clairement, mais globalement, je pense que je suis heureux et que j'ai de la chance, tu vois. Et c'est un truc aussi Ouais, que je cultive et de se rendre compte en fait de la chance que j'ai, des moments chouettes que je passe, des gens que j'aime autour de moi et de regarder ces moments précieux, tu vois, et de me dire bah c'est trop bien en fait. mmh. Ouais, c'est hyper important de cultiver ce truc-là, cette mentalité où tu te dis: «J'ai mes 2 jambes, j'ai mes 2 bras, j'ai des personnes autour de moi, qui m'apprécient, que j'apprécie. J'ai un boulot qui me plaît ou pas, mais je me donne les moyens pour trouver quelque chose qui m'arrange mieux», enfin, tu vois? Je Donc pense que faut effectivement c'est cultiver, important. Après, c'est aussi important pour moi de souligner que ça a quand même ses limites. bien sûr. Dans le sens où il y a des personnes qui sont beaucoup moins privilégiées et où la mentalité du quand on veut, on peut, bah non. Non, ça marche pas toujours, ça marche Politiquement, pas toujours. personnellement, je suis absolument en désaccord avec cette phrase-là, tu vois, qui me Mmh, pose quand même des gros problèmes. Mais sinon, sur le principe, oui, je pense que c'est important de se rendre compte de la chance qu'on a au quotidien quand on en a. quand on en a, ouais. Mais oui, bien sûr qu'on a une place privilégiée. Enfin, on vit en France, dans un pays quand même, bon, qui a ses problèmes, mais on est quand même très très bien lotis. On est tous les deux blancs, donc on a Oui, des privilèges de malades. Donc oui, on a évidemment des privilèges que d'autres n'ont pas. Donc on peut pas forcément tout avoir quand on veut. Mais c'est en tout cas effectivement l'idée de garder ce truc-là, de cultiver en tout cas ce qui nous fait du bien et d'essayer de le développer, quoi. absolument. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un mot que tu aimerais dire au Sam d'il y a quelques années? Ça, franchement, c'est une question hyper émotionnelle. Je sais, ce podcast, il est fait pour ça. Non, mais c'est hyper émotionnel. Franchement, euh, je pense que quelle que soit la durée dans le temps, tu vois, si je devais me voir, je sais pas, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, j'aurais juste envie de me faire un gros câlin, pour être honnête, et de me dire genre, je te promets que ça va aller. Genre, on va s'en sortir. Enfin, vraiment. Et ouh, je suis émotionnel. Oh là là. Non, mais pour de vrai, enfin, j'aurais envie de me rassurer, de me dire genre, ça va aller, on va s'en Mm. sortir. Tu Vraiment. sais, c'est marrant parce qu'il y a une phrase que mon père me dit toujours. Il me dit, dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors, Mmh. il faut la prendre de manière globale, mais l'idée, c'est que il y a toujours des moyens, enfin, il y a des moyens de trouver son chemin, et ça prend du temps, mais il y a moyen. Mais il y a aussi une autre phrase, c'est qu'une amie me disait, et me dit souvent, c'est ça va le faire.
J'aime beaucoup cette phrase, enfin, cette petite expression. Mais, euh, mais oui, en tout cas, tu as un parcours qui fait que bah, forcément, on ne peut que avoir du respect aussi pour le parcours que tu as, parce que toutes les personnes ne sont pas capables aussi d'avoir ce cheminement de pensée, cette évolution et cette maturité, enfin, il faut le dire. Disons qu'au-delà de ça, j'ai surtout, enfin, je me revois, tu vois, il y a quelques années, enfin, ou il y a 10 ans plutôt, quand j'étais étudiant, j'étais ultra précaire parce que mes parents ne m'aidaient pas. J'étais en plein dans la merde, hein. Enfin, franchement, on va dire les choses. C'était hyper compliqué, je pouvais compter que sur moi. J'étais pas bien, je comprenais pas tous les trucs d'autisme. C'était hyper compliqué. Bref, je vais pas rentrer dans certains détails, mais j'ai eu la mort de mon père aussi à ce moment-là. Enfin bref, j'ai eu vraiment plein de trucs vraiment bien pourris. Euh, et tu vois, enfin avec les années, c'est vrai que tu t'avances et t'identifies certains trucs et au final, je m'en suis sorti et je suis fier de mon chemin, effectivement, du Mm. chemin que j'ai parcouru aujourd'hui. Mais ce n'est que le Euh, début. et c'est que le début, effectivement. Mm, C'est que le début, mais j'ai l'impression d'être de plus en plus ancré, d'avoir passé certains paliers, on va dire. mm, Euh, et, et franchement, à toutes les personnes qui sont encore dans ce truc-là, qui ont l'impression de se débattre, parce que concrètement, moi, c'était ça. Enfin, je me souviens d'une époque où tous les matins dans la douche, je comptais les jours, tu vois, jusqu'à une échéance donnée. J'étais en mode, ok, il reste 36 jours, il reste machin. Enfin, ça, franchement, c'était horrible. Mais j'étais en mode vraiment survie, tu vois. Vraiment, quand t'es en mode, ok, juste, tu mets un pied devant l'autre, t'avances. Plein de courage à ces gens-là, plein d'amour, plein de force. Et je leur souhaite de se sortir de ce truc-là, de se réussir à sortir la tête de l'eau en fait et à être plus apaisé. Parce que moi aujourd'hui ça a été le cas, mais je sais ce que c'est de se débattre dans la flotte. mm. Et voilà. Bah écoute, ce message a été bien transmis à toutes les personnes qui nous écoutent, donc j'espère que toutes les personnes l'ont bien reçu. Et du coup, j'ai une dernière question. Que t'évoque la phrase «Sois sage et parle fort»? Pour moi ça m'évoque des trucs de genre. Je pense que je suis un peu biaisée sur le sujet. Mais pour moi parler fort c'est un truc de la masculinité. C'est un truc que je me permettais pas avant. Mm. Sois sage, ça m'évoque vraiment le truc de la féminité, par contre, j'avoue, le sois sage, souris, etc. Et moi, j'ai plus envie d'être sage, j'ai juste envie de parler fort. Voilà. Ah, j'adore. Et j'ai le même mantra, hein, c'est à ça que sert ce podcast, donc à évoquer des sujets qui font pas forcément plaisir à tout le monde, qui ne conviennent pas forcément aux normes sociales, et c'est très bien comme ça. Ah, mais grave, ça fait du bien de pas être sage, ça Ouais. fait du bien de dire fuck, de dire en fait, je vais faire mon propre chemin et allez vous faire foutre. Je Genre, fais ce c'est que je exactement veux, pareil. je m'amuse, je fais ce que je veux, Ça, et c'est moi. dans la limite du, Bien sûr, du dans la limite. légal et de ses limites, bien sûr. Et de la bienveillance aux autres et Bien compagnie, sûr. évidemment, et Ouais. du soin aux autres. Mais je pense que c'est important, effectivement, de déconstruire les normes, de pas être sage et de prendre des risques et compagnie. Et je pense qu'on a beaucoup à y gagner et à parler fort, Mm, à entendre les voix, justement, des personnes autres que les mm. personnes ultra privilégiées qui dominent le monde aujourd'hui. Oh, j'adore ta conclusion. Donc, merci beaucoup. Vraiment, Merci à infiniment toi. merci d'avoir accepté de venir sur le podcast. Merci à toi de m'avoir reçu et d'avoir su être à l'écoute et rebondir, etc. J'espère que ça aidera des personnes Bah, qui sont en questionnement sur certains sujets notamment, bah ouais. euh, Bah ouais. Mm. et des J'espère. autres aussi. Et je tiens à dire que je reste dispo sur mon compte Instagram, appelle-moi Sam, Mm. s'il y a des personnes qui ont des questions par rapport à ces sujets-là. J'essaie de répondre à tout le monde, vraiment. Si ça prend trop de temps, je redirige vers des ressources, mais en tout cas, je réponds à tout le monde. Ok. Bah, de toute façon, je mettrai évidemment, tu seras tagué sur le post, tu auras ton lien en commentaire avec tes deux comptes d'ailleurs, ton compte Gourmand Cuisine Elsie Lalou et ton compte Appelle-moi Sam pour parler de ces questions-là un petit peu plus, on va dire, sérieuses. Donc voilà, dans les deux comptes, je suis sûre que les gens s'y retrouveront et apprendront plein de choses. Donc voilà. Encore merci d'être venu et je te souhaite de passer une très très bonne journée déjà.
Un très beau week-end. Et puis, pour toutes les personnes qui nous ont écoutés, j'espère que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir nous faire vos retours suite à l'épisode, à laisser des commentaires, à envoyer un message à Sam. Enfin voilà, vous êtes libre aussi de vous exprimer sur le sujet ou si vous avez des questions ou des précisions à apporter sur certains thèmes. Enfin, je trouve ça toujours intéressant d'échanger. C'est même la partie la plus agréable, donc de pouvoir échanger aussi après les épisodes. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et surtout, n'oubliez pas, soyez sages un peu, mais parlez fort beaucoup.